pense que c'est parti. Ouais, c'est parti. Donc, bonjour Paul Pironnet. Eh bien, Bonjour. bonjour Vincent, Bonjour. très heureux de passer ce petit moment avec toi sur Merci. cette interview. Je suis vraiment très honoré de te recevoir pour cette interview. Et je te remercie chaleureusement de ta présence ici et maintenant et de donner de ton temps euh, à tous ceux qui pourront visionner cette interview. Pour moi, tu fais partie des personnes les plus inspirantes actuellement et je te suis depuis quelques années au travers de l'ensemble de tes publications, de tes formations en ligne. Et il me tardait aussi de venir à Pralognan. Cette année, j'avais prévu d'y venir et puis il y a un contretemps qui s'est fait, j'ai pas pu, donc ça sera sans doute sûrement pour l'année prochaine. Et puis venir en présentiel à Lyon, j'espère bien dans les mois qui viennent. Pour te présenter, je suis allé sur ton site et puis comme j'ai pas mal visionné de tes formations, je me suis inspiré de ce que tu avais mis sur ton site. D'ailleurs, ton site, je crois que c'est formation-pnl-certifiante.fr, je crois. Voilà. Et on peut aussi te retrouver sur une chaîne YouTube qui est Paul Pironnet Institut. Absolument. En Et tapant Paul Pironnet sur Paul YouTube Pironnet, ou sur Google, même simplement, on va trouver toute la ok. liste des… Et puis sur les réseaux sociaux, Facebook, où tu Voilà, fais régulièrement des lives, Instagram, et puis LinkedIn. et LinkedIn également. Voilà. Donc alors, Paul Pironnet est conférencier, consultant, auteur, enseignant PNL certifié et fondateur de Paul Pironnet Institut. Riche de tes 30 ans d'années d'expérience en relation d'aide et en développement personnel, euh, tu as aidé des milliers de personnes à changer leur vie et à orchestrer de réelles transformations positives dans leur vie. Mhm. De plus, tu as accompagné des dizaines d'organisations à améliorer leurs relations et la performance et multiplier leurs résultats. Tu t'es forgé une solide réputation en modelant les fondements puissants des outils de la PNL et tu as bâti une des écoles, je pense, les plus prestigieuses d'Europe actuellement. Tu as su t'imposer naturellement sur un marché par ton approche humaine attentionnée. Euh, Tu as voué une bonne partie de ta vie au développement personnel humain et tu souhaites que cette philosophie de vie centrée sur l'évolution des personnes et des organisations puisse être perpétuée à travers tes enseignements, tes publications et tes contributions en tant qu'individu. Mhm. Voilà, est-ce que tu veux préciser des choses sur ta présentation ou Peut-être ça va? dire simplement qu'humainement, effectivement, moi je suis un passionné du monde du développement humain. Ouais, J'ai la chance d'avoir un métier qui me permet de rencontrer beaucoup de personnes, et pas seulement en parlant de météo, mais de choses plus profondes, puisque ce sont des gens qui sont en général dans des quêtes de transformation de vie importantes. Et c'est vrai que la PNL est un des outils sur lesquels je suis le plus connu. Je ne suis pas formé qu'à la PNL, hein. J'ai été formé à la Gestalt, à l'analyse fractionnelle, à la systémie, enfin j'ai fait pas mal de choses. Et j'ai trouvé dans la PNL vraiment un outil extrêmement valorisant sur le plan humain. Et c'est pour ça que du coup, j'ai consacré une bonne partie de ma vie. ouais, d'accord. Ok, merci de ces précisions. C'est vrai que j'avais vu que tu avais aussi une formation dans l'accompagnement qui était très complète entre l'énéagramme, l'analyse transactionnelle. Enfin voilà, Oui. c'était vraiment Euh, très Ce complet sont des d'ailleurs. approches que je trouve très complémentaires. On enseigne aussi pas mal l'énéagramme, de plus en plus là, actuellement. Et, euh, et c'est vrai que, bon, d'ailleurs, toutes ces approches, ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est l'évolution humaine, hein, c'est-à-dire cette capacité à aller à la rencontre de qui nous sommes profondément, et puis d'ajuster de plus en plus le qui nous sommes avec ce vers quoi nous voulons tendre et à quoi on a envie de contribuer. Et je crois que c'est dans cette quête d'équilibre entre ce que nous sommes profondément et l'environnement dans lequel on veut évoluer, c'est cette dimension-là qui m'intéresse. Et c'est là-dessus que, et probablement pour cette raison principale, que les gens viennent nous rencontrer et restent et se déploient en fait avec nous à travers toutes ces formations.
ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a différents concepts et qu'en fait, ces différents concepts en fait, ont chacun leurs limites et qu'en rentrant dans un autre concept, on arrive à accompagner les gens pour qui un concept ne correspondrait pas et à préciser et aller un peu plus loin dans la prise en charge et dans cet accompagnement-là. Ouais. Bah, Et je là, vais parler à toi qui es médecin, mais bah, on n'est pas fait que d'une tête, hein. On est fait évidemment d'un cœur, on est fait d'un corps. Donc moi, les niveaux qui vont toujours porter, bah, c'est le corps physique et la manière dont il fonctionne, c'est le corps énergétique, c'est le corps émotionnel, le corps mental, spirituel et même onirique. Et je crois que aujourd'hui, il y a plein de voies, hein, qui sont des voies royales pour celui qui les choisit. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est de s'ouvrir à toutes ces facettes de l'être humain. On est beaucoup plus complexe que toutes les théories qui nous décrivent, mais l'approche de ces théories, c'est que ça nous donne des repères. Et toi qui es médecin, bah, c'est sûr que tu as une approche de l'être humain à travers bah, la connaissance, on pourrait dire, du corps physique et de son fonctionnement. Et voilà, d'autres vont aller la chercher au niveau émotionnel, d'autres au niveau mental. Et je crois que c'est toute voilà, toutes ces approches que je trouve passionnantes parce qu'elles révèlent en fait la richesse de ce que nous sommes et cette richesse est infinie. ok, très bien. Ben, merci de toutes ces précisions. La première question que que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu peux nous raconter en quelques phrases les étapes importantes que tu as dû franchir pour arriver là où tu es aujourd'hui? Alors, bien sûr, avec plaisir. Alors, il faut savoir qu'avant de faire le métier de la formation, je faisais un autre métier, je faisais du sauvetage en mer, j'étais spécialisé en côte dangereuse. Et pour comprendre un petit peu mon histoire, euh, à l'âge de 16 ans, je tombe dans le secourisme. Et c'est vraiment une brèche à l'époque parce que moi, je vis dans un quartier un peu difficile. Et, euh, et après quelques années on pourrait dire, d'égard en quelque sorte, parce que j'étais plutôt mobilisé par le fait de faire des bêtises que d'être un peu sur le droit chemin. Mais il y a une brèche qui s'ouvre et je trouve tout d'un coup un sens à ma vie. J'ai un sentiment d'exister à travers le secourisme. Et du coup, je me spécialise dans tout ce qui existe en termes de secourisme, aquatique, sportif, routier. Je deviens maître nageur alors que j'ai une phobie de l'eau à l'âge de 15 ans, quoi. Et finalement, je me spécialise en côte dangereuse. Tout ça pour dire que j'étais dans cette quête très forte d'aller sauver en fait des personnes qui étaient dans des situations de stress ou en tout cas de difficultés importantes. Et je donnais du sens en fait à, à ma vie à travers le fait d'aider les autres. Mm. Bon, après, j'ai vite découvert avec le développement personnel que c'est surtout moi que j'avais besoin de sauver. Ouais. Et c'est comme ça qu'il y a eu on pourrait dire un rééquilibrage de ma vie, où j'étais moins dans la quête de performance, mais beaucoup plus dans le fait de donner une place plus importante à qui je suis et pas seulement à ce que je fais. J'ai découvert que je n'étais plus un faire humain, mais un être humain. Et du coup, bah, c'est ouvert le développement personnel, d'abord par le travail sur on pourrait dire, de façon très courte, hein, sur les émotions dont j'avais bien besoin parce que j'étais assez fermé là-dessus, grâce à la Gestalt. Puis il y a eu l'analyse transactionnelle, j'ai fait aussi de la sophro, enfin, j'ai touché à beaucoup de choses en matière de développement personnel. Et j'ai même fait du chamanisme, j'ai fait des tas de choses comme ça. Et puis est arrivé la PNL. Alors, il faut savoir que quand j'ai commencé la PNL, j'avais déjà 3 ans d'activité, puisque j'avais suivi une formation de formateur pour devenir consultant et formateur en entreprise. J'ai commencé mon activité en novembre 87, et puis ce n'est qu'en 90, après 3 ans, enfin 2 ans et demi d'activité, que j'ai vraiment redécouvert la PNL. Je ne m'étais pas vraiment formé, j'avais fait des petits bouts de formation, mais avec la collaboration d'Alain Carole, que tu connais, on a co-créé ensemble l'école de PNL, d'abord en région Rhône-Alpes, en 1990, puis après on a rayonné à partir de 95 dans une dizaine de villes en France. Voilà, et on a collaboré ensemble dans les années 2000. Après, j'ai évolué sur une autre société qui s'appelait Cohésion Internationale, parce qu'en parallèle à mes développements autour de la PNL, j'ai beaucoup travaillé en entreprise. J'ai plus de 15 000 heures dans une très grosse société française, que ce soit Air France, la SNCF, beaucoup le monde automobile, Renault, Alfa Romeo, l'ancien Faboy, il y a beaucoup de choses comme ça. Je travaille pour Spivatier, pour beaucoup de sociétés, des grosses bien sûr, mais aussi de nombreuses petites dans les centres hospitaliers, tout ça. Et en fait, la dimension collective m'a énormément porté. Peut-être aussi parce que je suis né en communauté en fait à l'origine, j'en ai pas parlé.
mais je crois que ça a beaucoup influencé aussi ma vie. Je suis né dans une communauté qui était fondée par un homme qui s'appelle Lanza del Vasto. J'ai passé mes 7 premières années de ma vie et cette communauté m'a en tout cas sensibilisé sur 2 choses importantes. Lanza del Vasto, il faut savoir que c'est un homme qui a vécu avec Gandhi. Ouais. Il a passé 2 ans avec Gandhi, notamment pendant la libération de l'Inde. Il a été un des premiers on pourrait dire ambassadeurs ou en tout cas leaders des mouvements non violents en France. Et plus qu'en faire une simple théorie, il y a des gens qui en ont fait un art de vivre. Et c'est comme ça que mes parents l'ont rejoint et je suis donc né dans cette communauté. Et ça m'a touché sur 2 choses. D'abord, c'est cette ouverture à la différence des êtres humains, mais aussi à la différence des situations, à la gestion des différences de situations, c'est-à-dire des situations qu'on n'attend pas. Et du coup, à la fois cette notion d'ouverture, cette notion aussi de sens de la vie, parce que j'ai eu la chance d'être entouré de personnes qui avaient fait des vrais choix de vie. Et donc, du coup, très jeune, j'ai été, en tout cas, je crois, fortement touché par ces 2 dimensions, l'ouverture à la différence et le fait de mener une vie qui ait du sens. Alors, même si ça n'a pas toujours été facile pour moi, mais quand plus tard, j'ai redécouvert le développement personnel, notamment à travers la PNL, et puis aussi avec cette dimension collective qui m'a beaucoup intéressé, puisque mes premiers livres ont été écrits là-dessus, tout ce qui est cohésion d'équipe, donner du sens à l'existence à travers un projet qui peut être un projet d'entreprise, mais qui soit cohérent avec les systèmes de valeurs dans lesquels nous sommes. Et du coup, ça m'a amené, après les années 2000, les 10 premières années avec Alain Carroll, là, dans le cadre de l'école de PNL, à déployer une autre société qui s'appelait Cohésion Internationale, où j'ai continué à faire le même métier, notamment la PNL, mais aussi des interventions nombreuses en entreprise, jusqu'à, donc ça c'était entre 2000 et 2010. Puis après, je me suis séparé de mes associés à nouveau, qui ont continué avec Cohésion Internationale. Et moi, j'ai co-créé avec mes salariés de l'époque Paul Pironet Institut, donc entre 2010 et 2020. Et puis là, je viens de passer je viens de boucler ma 3e décennie, donc j'attaque ma 4e décennie, avec en gros un nouveau virage, puisqu'on évolue beaucoup avec la société qui nous entoure, notamment avec toutes les formations en ligne, avec Internet et tout ça. Voilà. D'accord. Voilà un peu l'histoire. Oui, bon. D'accord, merci. D'ailleurs, je trouve que ces derniers temps, je ne sais pas, ce que je trouve qu'il y a une impulsion ou des influences ou peut-être des rencontres qui font que Paul Pironet, que le produit que l'on voit, Paul Pironet Institut, que l'on découvre actuellement, se retrouve un peu plus proche de l'humain. Alors, ce que je me demandais, c'est si tu avais eu des impulsions, des influences récentes qui faisaient que je trouve qu'il y a une différence il y a une évolution entre ce que je pouvais voir et lire ces derniers mois ou ces dernières années, avec actuellement ce que je découvre. On se rapproche beaucoup plus de l'humain. Est-ce que c'est une volonté? Alors, en fait, il y a toujours eu de l'humain. Ouais. Mais ce qui a changé, c'est que dans ma communication et dans ma manière d'être, j'ai beaucoup travaillé sur l'humanisation des choses. C'est-à-dire qu'avant, je parlais de PNL. Ouais. J'étais très centré sur le technique, sur les gens venaient pour se former, pour acquérir des savoir-faire. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est plus des êtres humains. Enfin, j'ai déjà cité une fois en début d'interview, mais cette notion de donner beaucoup plus de place, pas seulement au savoir-faire, mais au savoir-être. Et je pense que la PNL l'a toujours fait, mais je n'ai pas toujours communiqué de la même façon. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est effectivement pas de seulement faire des formations techniques où on apprend du savoir-faire, communiquer, tout ça, mais c'est vraiment se réhumaniser, ça veut dire c'est se réouvrir à notre sensibilité. D'accord. Pas seulement tu vois, c'est pas seulement de la pratique, comment définir un objectif, comment, etc., ou remotiver quelqu'un, c'est vraiment comment se réouvrir en fait à nos qualités d'être, donc à notre sensibilité, à nos systèmes de valeurs, à la faculté à s'écouter profondément et aussi être plus en lien et plus en sensibilité avec ce qui se passe chez les autres. Et je pense que cette dimension-là a effectivement beaucoup coloré, en tout cas si ce n'est dans ces dernières années, en tout cas c'est sûr depuis ces derniers mois, la manière dont effectivement je fais évoluer le rayonnement de l'entreprise et du métier que nous faisons, qui ont donné plus de place à cette dimension
j'ai envie de dire sensorielle en fait. Ouais. Parce que je crois que c'est là la clé en fait. Ouais. En tout cas, c'est ce que moi je perçois et je pense que les autres doivent le percevoir aussi. Cette évolution Absolument. qui peut-être est un peu moins technique et plus proche de l'humain, en Du tout cas, cœur en fait. du cœur. Je crois vraiment que les réponses sont dans notre cœur. Malheureusement, on n'a pas une éducation qui nous ouvre beaucoup Non, l'accès à cette dimension et donc voilà. d'accord. Ok. Merci. Euh, euh, Si un de tes stagiaires te demandait un conseil pour comment réaliser une conversion gagnante, actuellement, beaucoup de personnes que l'on voit dans les formations ont envie de reconversion, de changer de mode de travail ou de mode de vie, et ils parlent toujours de notion de peur de franchir le pas. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner pour pouvoir franchir ce pas-là? Alors absolument. Enfin, j'ai plein de conseils, mais Oui, s'il y en avait un comme ça, peut-être à privilégier d'abord, c'est l'écoute. C'est écouter ce que dit notre cœur, en fait. mm, Et à partir de là, c'est pas de faire n'importe quoi non plus. Parce que écouter son cœur, ça ne veut pas dire tout d'un coup on arrête tout, on change et on y va. Mais c'est toujours se dire à la fois, alors il y a des phases dans la phase de changement, puisqu'on est perpétuellement dans des phases de changement, c'est un peu comme des saisons, tu vois. Et est-ce qu'on est en phase d'automne, en train de se dire, bon, pour l'instant ça va, mais même si ça ne me nourrit plus, pour l'instant ça va? Est-ce qu'on est en phase d'hiver ou est-ce qu'on est en train de se dire, oulala, là ça va vraiment plus, je me sens en tension, la plupart du temps je vis beaucoup de frustration et je ne sais pas quoi faire, je sais que j'en peux plus, mais il faut vraiment que je fasse quelque chose. Je suis un peu à la limite du burn-out, parfois je l'ai touché. Donc ça c'est une deuxième phase. Troisième phase, on peut avoir tout d'un coup une bonne idée. On a quitté un ancien système, on a quitté, bah voilà, on a eu un burn-out, on s'est séparé, on a changé de boulot, enfin, où on l'a perdu. Et là, on est en train de repartir un peu en zone de printemps. Donc, bah, c'est une phase où là, on est prêt à prendre des risques, tout ça, mais c'est important de ne pas faire n'importe quoi non plus. Et puis après, on peut être aussi sur un nouveau projet avec des hauts et des bas, et puis en quête là réellement de consolidation, de performance, etc. Alors, en fonction des situations, moi, mon conseil, il est toujours d'aller écouter qu'est-ce que l'on vit, qu'est-ce que l'on ressent. Est-ce qu'on a des frustrations? Si oui, quelles sont-elles? Et à partir de là, qu'est-ce que ça révèle d'important en termes de valeur? Et ensuite, d'ouvrir son cœur à ce qui est véritablement important. Et puis, avant de vouloir changer d'environnement ou d'activité, de commencer à travailler sur soi pour utiliser l'espace dans lequel nous sommes, la relation dans laquelle on est, l'environnement dans lequel on est, pour commencer à faire évoluer notre rapport à ce même environnement. Tu vois? C'est-à-dire qu'avant de changer l'environnement, commençons par changer notre relation à l'environnement. C'est ça qui serait un peu pour moi mon conseil. Et plus on va avancer dans cette manière de mieux gérer l'environnement dans lequel nous sommes, plus du coup, on va pouvoir commencer à influencer le changement d'environnement. C'est un peu ce que tu m'évoquais avant qu'on démarre, c'est-à-dire tu as une activité, tu t'es formé à énormément de choses et tu te rends compte qu'aujourd'hui, bah, au fond de toi, il y a des choses qui commencent à changer. Par exemple, tu fais des interviews, alors que dans ta fonction de médecin, bah, tu pourrais continuer à faire exactement la même chose. Mais tu t'es formé, tu t'es ouvert, et sans forcément tout changer, tu commences à changer la manière dont tu vas t'organiser dans ta vie, et notamment en écoutant ce qui t'inspire. En l'occurrence, pour toi, pour le moment, c'est de faire des interviews. Mais d'interview en interview, tu vas voir que si c'est ça qui te porte, si c'est ça qui t'anime, eh bien, ça va t'ouvrir des opportunités. Et c'est pour moi, c'est ça le premier conseil, c'est de réécouter soit nos frustrations pour aller détecter ce qui nous inspire et de donner de plus en plus de place, sans forcément tout changer, à ce qui nous inspire. Et peu à peu, l'inspiration va nous amener à constituer des nouveaux projets, des nouveaux objectifs, et puis on va pouvoir eh bien, trouver des ressources dans son environnement pour avancer dans ces directions. d'accord. Ok. Donc le conseil que tu donnerais, c'est de vraiment être à l'écoute soi et puis Absolument. de travailler sur soi-même avant de tout changer, de tout envoyer C'est ce partout. que j'appelle la boussole du cœur. Hein, c'est qu'est-ce qui me fait sourire dans la vie, qu'est-ce qui m'éteint, et de donner de plus en plus de place à Comment ça résonne quand on ce qui ne pense fait pas. à telle chose. D'accord. Ok. Absolument, ce qui me porte. Ouais. Et toi, tout au long de ton parcours, est-ce que tu as rencontré des freins à ton développement et ces freins étaient-ils plutôt internes ou extérieurs ou
Comment Alors, des freins, j'en ai toujours rencontré ouais. et je crois que je vais toujours en rencontrer. Alors, les premiers ont été évidemment plus importants, enfin, quoique. Après, ce qui a évolué, c'est ma manière de gérer ces freins. Mm. Alors, c'est vrai qu'à force de réajustement, on grandit en dépensant moins en moins d'énergie pour de plus en plus de résultats. Mais la réalité, c'est que quel que soit là où nous en sommes, on a des challenges, on a des peurs qui reviennent, on a… alors, au fil des ans, c'est vrai qu'on va aborder de mieux en mieux, grâce à la connaissance de soi, grâce aussi à la conscience de ce vers quoi on veut aller, avec qui on veut travailler, comment on va se placer, grâce à tout un ensemble de choses. C'est vrai que on va gagner en assurance, on va gagner je veux dire, en clairvoyance, on va gagner en confiance aussi en la vie et aux opportunités qui se présentent, mais ça demande toujours un travail d'écoute et d'alignement que je crois toujours de plus en plus fin. C'est un peu comme un sportif de haut niveau. Euh, Plus on veut monter des marches élevées, plus les enjeux sont importants en termes d'alignement de soi, de gestion. Enfin, voilà, parce que quand on prend des décisions, euh, quand on avance, chaque décision a de plus en plus de poids, en fait, en quelque sorte. Voilà, donc, je crois que au début, moi, je me suis beaucoup cherché, je suis parti dans plein de directions, et puis à force d'erreurs, à force de recentrage, j'ai fini par accepter d'élaguer ce qui ne correspondait pas à mon cœur. Je vais donner un exemple. En 95, par exemple, je travaillais énormément dans des grosses entreprises. À l'époque, on me payait 8 000 francs la journée. Et quand j'ai décidé un jour de déployer davantage l'école de PNL, parce que c'est ça qui animait mon cœur, j'ai dû prendre des décisions qui économiquement étaient vraiment pas celles que devrait prendre un chef d'entreprise. Mais ce qui m'a animé, c'était de suivre mon cœur. Donc j'ai arrêté des très gros projets qui financièrement étaient assez rassurants pour accepter de partir sur des nouveaux projets, là pour le coup, mais qui économiquement étaient beaucoup plus engageants. Mais Dieu que j'ai bien fait, parce que je crois que le courage de grandir, c'est le courage d'accueillir profondément ce que l'on aime, ce que l'on désire, ce que l'on aime, et mettre de l'énergie sur cet axe-là. Alors évidemment, on fait toujours des erreurs, moi j'en ai fait beaucoup, mais on se réajuste. Mais je crois que quand on suit la boussole de son cœur, c'est compliqué. Enfin, je n'ai jamais regretté une décision que j'ai prise parce qu'elle animait mon cœur. Voilà, parce qu'elle avait du sens profond pour moi et parce qu'elle servait, si ce n'est moi, si elle servait une cause en fait. Voilà, même si parfois ces décisions m'ont coûté du temps, de l'énergie, de l'argent. Et du coup, est-ce que tu utilisais un rituel particulier quotidien avec des outils pour te réaligner, pour t'ajuster, ou bien Alors là, il y a plusieurs choses. La méditation, notamment, m'a beaucoup aidé à me recentrer sur les importants. Sinon, en termes de PNL, la clarté de mes valeurs. J'ai quelques valeurs phares qui sont très importantes. Quand je vis des moments de tempête, le retour sur moi-même, la reconnexion à mes importants ici et maintenant, le fait de garder le cap et mon énergie sur ce qui anime profondément mon cœur, c'est-à-dire vers une direction qui soit élevante pour mon cœur, pas pour ma tête, mais pour mon cœur. Le fait de prendre des responsabilités, c'est-à-dire que quand j'ai des contraintes qui se présentent, de ne jamais rejeter la responsabilité sur l'environnement, mais de prendre toujours la responsabilité d'agir en fonction de ce que je peux faire. Parfois je peux pas, mais je crois qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut faire, et donc le faire. Voilà. Et puis de m'entourer de personnes qui sont des alliés, des gens qui peuvent me soutenir, des gens qui peuvent m'apporter aussi les ressources que moi je n'ai pas. Voilà. Et donc, de faire des choix aussi à travers des relations qui m'animent, qui me portent, qui vont dans le sens vers lequel j'ai envie d'aller. Et puis, parfois, ça va dire non à des relations ou à des activités qui ne sont pas dans l'essentiel de ce qui m'importe. Donc, tu vois, ce processus-là, c'est un processus qui m'a énormément aidé à gravir des marches.
mais à chaque fois, ça a été un risque, hein. La séparation avec Alain Quérol, c'était un gros enjeu. Euh, la, quand j'ai aussi quitté Cohésion Internationale, ça a été un très, très gros enjeu pour moi, parce que je suis parti non pas à zéro, mais à moins 180 000 euros à l'époque. Donc, j'ai perdu beaucoup. Il a fait que je redémarre. Mais je suivais véritablement mon cœur, et donc j'ai toujours, Tu as toujours été animé par… ouais. Et je prends mes décisions, que ce soit de relations, que ce soit professionnelles, que ce soit économiques. Je les prends parce qu'à un moment, elles me parlent intérieurement. Et pour savoir si ça me parle intérieurement, ben, c'est très simple, hein. J'inspire, je souris, je dis merci et je regarde si l'idée qui m'est proposée m'élève, ou en tout cas je sens elle va m'élever, ou en tout cas élever les autres, ou pas. Voilà. Donc c'est finalement assez simple, mais ça demande de l'écoute, ça demande de la subtilité, ça demande Ça du courage. demande une certaine connaissance de soi et d'écoute de ses propres Absolument. besoins et de ses valeurs, quoi, de s'aligner avec ses valeurs. Du coup, Absolument. d'accord. Dans la gestion du stress, on parle beaucoup et des émotions, on parle beaucoup de techniques, mais est-ce que il y a peut-être des adaptations sur le mode de vie que tu as pu mettre en place ou qu'il faudrait que les gens arrivent à mettre en place? Par exemple, introduire une hygiène de vie au niveau physique ou alimentaire. Euh, En tant que thérapeute, en fait, moi, ce que je peux voir, c'est que dans les prises en charge des personnes, dans une prise en charge holistique, je me base un peu sur trois piliers, c'est le physique, l'esthétique, la nutrition et le mental. Est-ce que tu penses que que pour toi, ça fait partie des trois, sont indissociables? ou- Alors, d'abord, je te suis complètement là-dessus, parce que moi, je pense que tout commence par le corps physique, parce qu'on est fait de cellules enfin, je veux dire, et ces petites cellules, elles ont besoin ne serait-ce que d'un air de qualité, d'une hydratation de qualité, de nutriments de qualité. Elles ont besoin aussi d'éliminer, hein, ça commence par le sommeil et après toutes les formes d'élimination. Donc la base, c'est ça, c'est le corps physique. Après, il y a un corps énergétique, toi qui est spécialisé là-dedans, bah, tu le sais bien, hein, c'est cette connexion, cette reliance qu'on peut avoir avec soi, avec l'énergie qui nous entoure, avec la nature, avec toutes ces choses. Après, bah, il y a cette dimension émotionnelle, hein, qui fait partie de la santé, puisqu'on sait très bien que tout ça, c'est très, très lié. Et apprendre à être heureux, c'est une décision qui se prend. On peut être heureux parce qu'il fait beau, mais on peut aussi apprendre à sourire sous la pluie, comme on dit. Et, et pour moi, ça, c'est une hygiène de vie, une hygiène émotionnelle. Et on peut travailler comme on va en salle de sport pour travailler ses muscles physiques, on peut aussi travailler ses muscles émotionnels. Et voilà, j'affectionne particulièrement ça. On peut travailler aussi toutes ses pensées, parce qu'on sait, et tu le sais bien toi, que l'état de pensée d'une personne, bah, ça a un impact direct sur le plan physique. Il suffit de se démoraliser un peu, ou au contraire, avoir une très très bonne nouvelle pour sentir tout de suite la différence que ça fait, y compris dans le corps. Donc la pensée répétée, hein, ce qu'on appelle les rituels de pensée, c'est évidemment très important. Et puis la conscience aussi dans laquelle on est à l'égard de l'environnement, c'est-à-dire ce que moi je vais commencer à placer dans la dimension plus spirituelle, c'est ma reliance au monde. Est-ce que je considère que le monde est là pour me servir que des problèmes, ou est-ce que ce monde est abondance? C'est juste des croyances ou des perceptions ou des manières d'être au monde. Et je pense que tout ça, voilà, ça s'affûte, ça se construit. Voilà. Moi, ma philosophie, c'est, je ne dis pas que tout est beau et gentil, mais je dis qu'on peut construire de tout, hein, qu'il y a toujours l'ombre et la lumière, le bien, le mal, le bon, le mauvais, il y a toutes les faces, et que c'est important d'intégrer ces polarités. Et j'ai envie de dire que dans la vie, bah, il y a des hauts et des bas, c'est normal. Il y a des moments où on est en colère, il y a des moments où on est en joie, il y a des moments où on est dans la peine, il y a des moments où on est dans le lien. Enfin, et ce que je trouve intéressant, c'est finalement d'accueillir toutes ces polarités. Euh, alors, j'aime bien ce que dit François Lemay, que tu vas probablement interroger bientôt, mais tout est parfait. Alors, à la fois, tout est parfait et en même temps, tout n'est pas parfait, mais on peut construire et rendre les choses parfaites parce qu'on décide de construire avec, en fait. Voilà. Donc la santé et tout ça, c'est évidemment un ensemble de toutes ces parties, hein, corps physique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel. Je crois à toutes ces dimensions. Et j'aime d'ailleurs prendre soin de ma santé comme de mon alimentation, comme le fait d'aller me faire tant de temps piquer par mon médecin énergétique là,
en acupuncture. Enfin, voilà, moi je trouve que la richesse de l'être humain, encore une fois, c'est qu'il est fait de plein de polarités. Et, ouais, c'est une globalité qui, on ne peut pas dissocier les uns des autres Absolument. et il faut prendre soin en fait de l'ensemble pour arriver à pour Et pouvoir. encore une fois, écouter son corps, parce que je pense que le corps lui-même, notre sensibilité, notre envie, notre désir, nous donne beaucoup d'informations sur ce que probablement il est bon de faire pour soi. Ouais. Et d'ailleurs, à ce propos-là, la connaissance de ces réactions aux émotions, du coup, me semble importante. Et est-ce que pour toi, des alertes émotionnelles euh, que nous pouvons avoir au quotidien, est-ce qu'elles représentent quelque chose d'important pour toi? Alors, Et c'est pas seulement important, c'est capital. d'accord. Alors, pour être un peu plus précis, je pense qu'on a un système de valeurs qui est directement connecté à un niveau préconscient et inconscient à notre système émotionnel. Donc, le cœur et les systèmes de valeurs, c'est quelque chose d'assez proche. Ce qui veut dire que si à un moment donné, je suis agacé parce qu'il y a une chose qui ne va pas, bah, c'est simplement que mon système émotionnel me dit, tu vois, là, Polo, il y a une attente qui n'est pas prise en compte. Donc, ça peut être de l'insécurité qui va naître, hein, c'est-à-dire de la peur, ça peut jusqu'à la terreur. Ça peut être une forme d'agacement et ça peut jusqu'à la colère, voire un sentiment fortement de haine. Enfin, heureusement, on n'en est pas tous là. On peut être aussi dans la perte de quelque chose, la perte de son temps, la perte d'un projet, la perte d'une relation, et du coup, ressentir des alertes, là, pour le coup, émotionnelles de peine, de tristesse, des choses comme ça. Et c'est grâce à la prise en compte en fait, de ces alertes rouges eh bien, qu'on peut aussi découvrir que derrière, il y a des besoins importants. Derrière la peur, il y a un besoin de sécurité. Derrière la colère, il y a un besoin de règles du jeu à réétablir, derrière la perte de lien, donc la tristesse, on a un besoin d'amour, de lien, derrière toutes les formes de rejet, de dégoût, on a au fond des désirs. Et le fait de mieux connaître évidemment toutes ces, toutes ces alertes émotionnelles, encore une fois, ça fait partie de la connaissance de soi et c'est absolument essentiel parce que ça permet de réagir ou d'interagir avec la vie, avec nos émotions intérieures d'une manière extrêmement positive et constructive. Et toutes ces alertes ont leur place. Et c'est vrai que être triste, par exemple, avant, c'est quelque chose que j'avais du mal à accueillir. Je n'ai pas versé une larme entre 13 ans et 19 ans. Aujourd'hui, être juste dans la tristesse et réaliser qu'une partie de moi est juste en train de perdre un lien avec une personne, avec un projet, avec une chose que j'espérais. Et puis, du coup, de se dire, au fond, derrière ce lien, juste se rappeler, au fond, cette qualité de lien qu'on a avec cette personne, et puis le fait que, même si elle n'est plus là, on l'a encore, ce lien à un autre niveau. Enfin bref, tout ça pour dire que la gestion des alertes émotionnelles, c'est un pilier pour moi de vie, de bien-être, de pilotage de sa vie absolument essentiel. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut dire que, comme la douleur et le stress, ces alertes émotionnelles sont pas négatives au départ et nous permettent de réagir, mais Ce qui est que négatif, c'est jamais l'émotion. Ce qui peut être négatif, c'est le comportement qui entraîne l'émotion. Par exemple, je suis agacé parce que mes enfants laissent traîner, je sais pas moi, les cheveux dans la salle de bain. D'un coup, je me mets à hurler. Ah, c'est pas possible, pourquoi? Et là, du coup, je vais être dans des propos qui sont dévalorisants, critiquants, etc. Soit vis-à-vis de moi-même, soit vis-à-vis d'autres personnes. Et là, malheureusement, c'est le comportement qui est à modifier. Et l'émotion n'est jamais un problème. Au contraire, c'est l'accueil de l'émotion qui est une des clés importantes pour gérer une émotion. Une émotion, on peut s'en couper parce qu'on ne ressent plus rien et voilà. On peut se noyer dedans, on peut la transformer par une autre. C'est un racket en analyse transactionnelle parce que socialement, elle n'est pas permise. Et puis, on peut accueillir, aimer, bénir cette émotion et co-construire avec. Mais ça aussi, ça demande un petit peu d'entraînement. Et je conseille mais alors, vraiment très fortement à tout le monde de travailler sur ces dimensions-là parce que ce n'est pas des petits changements de vie que ça va entraîner, c'est vraiment des gros changements de vie. et est-ce que si on est très près, ça peut devenir délétère sur du long terme? Ben, je pense que même dans la médecine, on le démontre, hein, c'est-à-dire que la problématique des émotions, on s'en est coupé. Mm. Moi, j'ai passé mon adolescence coupé des émotions, ce qui veut dire que ça se traduisait après derrière par beaucoup de colère contre moi, sans même en compte, hein, beaucoup de dévalorisation. Du coup, ça entraînait beaucoup de comparaisons. Et je pense que si j'avais continué comme ça, j'étais vraiment bien monté pour un arrêt cardiaque à 45 ans. Hein.
D'accord. sans problème. Hein. Ok. Donc une gestion importante dès le départ et un changement de comportement quand on a C'est clair, du mal à ressentir les émotions et à les accepter, absolument. Et les valoriser surtout, et les valoriser. et les bénir. Mm. Alors, dans cette période de confinement et de déconfinement, là, on observe des interactions entre surcharge mentale, stress, fatigue. Pour toi, est-ce que ça va permettre de développer de nouveaux concepts? Et avec quels moyens penses-tu qu'on pourrait accompagner au mieux les personnes qui ont été impactées par cette période? Alors, moi, je crois que toutes les formes de crise que nous avons eues, et on a traversé d'innombrables crises, hein, les plus connues, c'est les crises d'adolescence, les crises, bref, mais toutes les crises qu'on a traversées, elles sont là pour nous faire grandir. Sous réserve, évidemment, qu'on co-construise avec ces crises, c'est-à-dire qu'on tire des enseignements. Et là, chacun de nous, en fonction de ce qu'il a vécu, aura probablement des enseignements différents. Face à ces situations de crise, pour moi, il y a deux possibilités. Soit la première, c'est d'en vouloir au monde, hein, c'est-à-dire qu'on monte dans un mode c'est pas de ma faute, j'en veux à tout le monde, je rentre un peu dans de la victimisation, de l'agression, enfin, etc. Soit on tire des enseignements de ce qui nous arrive, et à commencer par ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est écouter ce qui est important pour soi. Et ce que je crois, c'est que effectivement, le confinement a éveillé, me semble-t-il, autour de moi, beaucoup de personnes à se poser des questions qui ne se posaient pas vraiment, à réhabituer des personnes à redonner de la valeur à certaines choses qu'ils avaient parfois un peu perdues. Par exemple, le temps de se poser chez soi, le fait d'avoir un peu plus de temps avec ses enfants, avec son conjoint, etc. Alors parfois, ça a aussi créé des tensions parce qu'entre être avec son conjoint le week-end ou le soir après la journée et y être toute la journée avec lui et avec ses enfants au milieu, c'est aussi une contrainte différente. Mais tout ça, ça a permis, je crois qu'il y a ceux qui ont grandi avec toutes ces situations. Pourquoi? Parce qu'ils ont réintégré des valeurs et des règles nouvelles. Je connais des familles qui se sont complètement réorganisées en termes de liens, en termes d'espace, en termes de fonctionnement interne pour et finalement grandir ensemble à travers cette contrainte un peu extérieure. Et puis, il y a malheureusement des personnes qui sont restées dans la frustration, donc du coup dans la séparation, dans des tensions à l'égard de leur environnement immédiat ou un peu plus large. Et là, pour le coup, ça a généré plus de souffrance. Mais la crise, elle est là soit pour nous faire grandir, soit pour… Hein, d'ailleurs, le mot crise, en soi, c'est vraiment là pour montrer que soit on grandit avec, soit on disparaît, en fait, en gros. Et je crois que c'est un peu comme… Moi, j'aime bien faire la… C'est un peu comme la salle de sport. Je vais décider de prendre des poids. Je me mets donc dans un écart entre un événement, mais ces poids extérieurs, parce que j'ai choisi cette contrainte, ils vont développer des ressources intérieures. Malheureusement, parfois, avec les contraintes extérieures, on est dans un rapport de fuite ou d'attaque et du coup, au lieu de développer du potentiel, on va en perdre en fait. Hein. On va se faire du mal. Donc, malheureusement, il n'a pas été donné de la même façon à tout le monde la capacité de rebondir, mais je crois que ces crises, elles sont là pour secouer un peu le tablier, quoi, et faire monter ce qui aurait un intérêt à monter et malheureusement laisser descendre ce qui est pas bon. Voilà. Donc après, là-dedans, chacun peut se situer en fonction de là où il en est. Ça n'a pas été facile pour tout le monde, mais je pense que ça a quand même participé beaucoup au fait de se poser quelques questions pour un plus grand nombre de personnes qui étaient un peu dans l'automatisme métro, boulot, dodo, et qui d'un coup s'arrêtent et se disent, bon, finalement, la vie, est-ce que c'est toujours aussi important que ça ou ouais, comment je pourrais lui redonner un peu plus de place et pour ça, je pense que pour le coup, l'environnement nous a aidé à grandir. D'accord. Et toi, tu as l'impression d'avoir été impacté ou tu as Ah ben, moi, je fais partie des personnes qui ont eu le plus de chance. D'abord, parce que je vis un lieu qui est fort agréable. Donc, le fait de me recentrer chez moi, par exemple, ça a été important. Je n'avais jamais passé autant de temps chez moi, parce que je suis beaucoup en déplacement. Et ça m'a fait du bien. J'ai du coup dû repenser complètement mon organisation. Du coup, moi, on a bossé énormément. Mais comme je n'étais pas en production d'animation, ben, j'ai bossé sur le fait de faire évoluer mon entreprise. Et pour le coup, on a pris beaucoup d'accélération avec ça, notamment grâce à Internet. Et puis, parce que
j'ai anticipé grâce à des gens comme Martin Latulippe Oui. ou d'autres qui m'ont, il y a quelques années déjà, 3, 4 ans déjà, éveillé en fait à ces nouveaux marchés, à l'ouverture à la manière dont le monde évolue. Et du coup, ben, grâce à tous ces investissements que j'ai dû faire, mais que j'ai voulu faire, que ce soit en termes de temps, d'énergie, d'argent, sur la compréhension, la réadaptation de mon entreprise à ces nouvelles manières de communiquer, d'interagir, notamment grâce à Internet. Eh bien, grâce à comme je m'y suis pris il y a 2, 3 ans, du coup, ça. D'abord, quand le Covid est arrivé, ça a été pour moi une accélération fantastique parce qu'il y a eu déjà beaucoup de travail qui a été fait avant. Mm. Je me rends compte pour d'autres collègues, pour qui ça a été beaucoup plus compliqué. Hein. Si nous, on n'avait pas eu ce travail d'anticipation sur l'évolution du monde, c'est clair qu'on aurait connu des jours beaucoup plus difficiles. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Mm. Voilà. D'accord. Ok, on n'arrive pas très loin de la fin. Est-ce que tu as actuellement un rêve pour aller encore plus loin? Alors, j'ai beaucoup de rêves. Moi, j'ai toujours été animé de beaucoup de rêves. Il y en a un qui me porte actuellement, c'est la constitution d'une application qui va, je pense, offrir aux gens possibilité dans leur quotidien de se mettre constamment dans une dynamique d'évolution. Ça s'appelait réflexe réussite. C'est-à-dire que ce soit dans les catégories de vie comme le couple, comme la santé, l'énergie, comme la relation aux autres, comme dans son travail, comme la relation avec l'argent, avec la nourriture, bref, quels que soient les domaines dans lesquels les gens ont envie d'évoluer, c'est l'idée d'avoir un système qui mette automatiquement la personne dans des alertes positives Mm. sur la meilleure façon de se révéler dans ces différents contextes et donc de la mettre comme ça dans une dynamique constante de progression à travers des réflexes réussites. Moi, je crois beaucoup au développement des micro-comportements Ouais. cumulés et donc ça, c'est un projet important, cette nouvelle application qui va réunir, je l'espère, une communauté importante de personnes qui seront ensemble dans cette dynamique de réussite, à la fois pour s'organiser des messages comme ça qui vont les inciter à grandir sur les catégories de vie qu'ils auront décidées, mais aussi à partager des messages positifs, à se retrouver autour aussi de projets qui les animent. Enfin bref, tout ça relié à nos activités. Ça, c'est un projet qui m'anime beaucoup. C'est D'accord. un rêve important parce que j'espère réunir des dizaines de milliers, voire plus, de De, personnes de personnes. dans cette dynamique collective. C'est vraiment, pour moi, un rêve important que de créer un mouvement très fort autour de ces notions d'amélioration constante de nos comportements quotidiens. D'accord. Vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos proches, nos enfants, nos conjoints, nos familles, pour voilà, aiguiser de plus en plus l'éveil des personnes vers plus d'inspiration. Et puis après, à partir de là aussi, d'avoir cette capacité à rayonner dans ses propres communautés, chacun a sa famille, sa communauté, eh bien, c'est ces mêmes messages pour inciter leur environnement aussi à évoluer avec eux. Voilà, donc, c'est un truc, un mouvement en plusieurs cascades comme ça, tu vois. D'accord. C'est un des rêves qui m'anime beaucoup en ce moment. Ok. Une application un peu évolutive et que chacun pourrait s'attribuer. Absolument. Elle va évoluer en fait avec c'est l'intelligence collective de la communauté D'accord. qui va faire évoluer les messages et tout ça. Ok. Très bien. On arrive à la fin et est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose de particulier? D'abord, te remercier, parce que je pense que c'est très important qu'il y ait des gens comme toi qui partagent à la fois ces messages, que ce soit à travers moi ou avec tant d'autres. Donc, bravo. Je trouve aussi que par rapport à tout ton parcours et tout ce que tu as intégré en termes de formation, je suis très admiratif, je dois te le dire. Donc, voilà, félicitations. Et puis, pour tous ceux qui nous écoutent ou qui te suivent, je pense que c'est important de continuer à donner cette place à cette partie de nous-mêmes qui aspire à grandir et à faire grandir. Et voilà, vraiment, je suis toujours touché, moi, par ces personnes qui aspirent à laisser cette partie d'eux-mêmes tendre vers plus de lumière, plus de rayonnement. Et je trouve que tu y contribues beaucoup. Merci Donc, beaucoup. voilà, un grand merci pour ce que tu fais.
Merci. En tout cas, c'est toujours une continuelle remise en question et d'avancer pour apporter ce qu'on peut aux gens qui nous entourent et qui viennent nous voir pour les aider. Et je trouve que il y a tellement de concepts que d'en choisir un seul, pour moi, ça me semble compliqué et il faut pouvoir passer de l'un à l'autre, ce qui demande un travail et une synthèse que tu fais superbement bien. Et je suis également admiratif et je te remercie beaucoup du temps que nous avons pu passer ensemble et de la générosité et de tous les éléments que tu as pu apporter encore et enrichir les gens qui vont pouvoir écouter cet entretien-là. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup, Paul, et j'espère à très bientôt pour à Pralognan ou à Lyon, j'espère bien. Bon. D'accord. Écoute, je te propose, une fois que tu auras coupé l'enregistrement, Oui, parce que j'ai une question, mais qui est plus personnelle que je dois te ok, à tout de suite.